On s'est tous déjà demandé, en regardant une carte du monde, pourquoi certains pays semblent juste décoller décennie après décennie, alors que d'autres peinent à avancer. Eh bien, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de moteur économique. Aujourd'hui, on va soulever le capot d'une théorie vraiment puissante qui tente d'expliquer ça, le modèle ACA. Et on va voir son secret pour une croissance qui, potentiellement, n'a pas de fin. Allez, on plonge dans ce mystère. Pendant des années, les économistes se sont arrachés les cheveux sur une énigme. Ils avaient une théorie de la croissance super élégante, mais avec un énorme défaut, un vrai trou dans la raquette. Et comprendre ce défaut, c'est la première étape essentielle pour saisir la révolution qu'a été le modèle ACA. Alors, le point de départ de toute cette histoire, c'est la théorie qui a dominé la pensée économique pendant 30 ans. Une théorie à la fois brillante, oui, mais aussi profondément frustrante, parce qu'elle laissait la question la plus importante de toutes sans réponse. Dans les années 50, le modèle de Robert Solow semblait avoir tout bon. L'idée de base est simple, on ajoute des usines, on ajoute des travailleurs, et hop, l'économie grandit. Sauf qu'il y avait un hic, un frein inévitable. Chaque nouvelle machine, chaque nouvel investissement rapportait un tout petit peu moins que le précédent. C'est la fameuse et redoutable loi des rendements décroissants. Et voilà la conséquence directe de cette loi, une conséquence un peu déprimante. D'après le modèle de Solow, n'importe quelle économie finit par atteindre ce qu'on appelle un état stationnaire. C'est un point d'équilibre où les nouveaux investissements servent juste à remplacer le matériel qui s'use. Et à ce stade, le revenu par personne, il n'augmente plus, la croissance du niveau de vie s'arrête net. Et c'est là qu'est tout le paradoxe du modèle de Solow. Il a réussi à prouver que la seule chose capable d'améliorer durablement notre niveau de vie, c'était le progrès technique. Mais son propre modèle était incapable d'expliquer d'où venait ce fameux progrès. Il était exogène, un peu comme un coup de pouce magique, une manne tombée du ciel qui faisait avancer l'économie sans qu'on sache ni comment, ni pourquoi. Donc face à cette impasse, une petite révolution intellectuelle a commencé à germer dans les années 80. Des économistes comme Romer, Lucas ou Rebello se sont posé une question simple mais fondamentale. Et si la croissance n'était pas un cadeau venu de l'extérieur? Et si c'était quelque chose que l'économie générait elle-même de l'intérieur? La rupture est totale. On passe d'une vision où la croissance est un peu un cadeau du ciel à une vision où elle est le résultat direct de nos actions, nos investissements dans l'éducation, dans la recherche, dans la qualité de nos institutions. La croissance devient endogène, elle vient de nous. Et c'est là qu'arrive la solution incroyablement élégante de Sergio Rebello en 1991. Une formule d'une simplicité presque déroutante, Y égale AK. Y, c'est la production totale. K, c'est le capital. Et A, c'est un paramètre de productivité. Cette équation toute simple, elle contient la clé d'une croissance qui peut s'auto-entretenir. Alors, comment est-ce que cette formule si basique, Y égale AK, arrive à résoudre le grand casse-tête des rendements décroissants? Eh bien, le génie du modèle, il n'est pas dans des maths compliquées, mais dans une redéfinition très audacieuse d'un seul mot, le mot capital. L'idée géniale de Rebello, c'est de dire que le capital, le fameux K, ce n'est plus seulement les machines et les usines. Dans le modèle AK, le K est un concept bien plus large. Il englobe à la fois le capital physique, oui, mais aussi le capital humain, c'est-à-dire l'ensemble des compétences, de l'éducation, du savoir-faire d'une population. Et le paramètre A dans tout ça, ce n'est pas juste la technologie. Il faut plutôt le voir comme le système d'exploitation de l'économie. Ça inclut tout ce qui permet au capital de bien fonctionner. La qualité des infrastructures, des lois qui protègent la propriété, une justice efficace, des entreprises bien gérées. C'est tout l'environnement économique qui vient démultiplier la puissance du capital. Et le résultat est juste bluffant. Vous vous souvenez, dans le modèle de Solow, la courbe de production s'aplatit. C'est inévitable. Mais dans le modèle AK, comme on investit en même temps dans les machines et dans les compétences, la productivité se régénère sans cesse. La ligne de production ne s'aplatit plus jamais, chaque euro investi reste aussi productif que le précédent, et ça ouvre la porte à une croissance qui peut durer, en théorie, pour toujours. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que si la croissance vient de l'intérieur, de nos propres décisions, alors les politiques publiques ne sont plus de simples ajustements à court terme. Elles peuvent changer la trajectoire d'un pays, de manière permanente. Tout ça se résume dans une autre petite formule, gamma égale C fois A. Ça veut dire que le taux de croissance à long terme, le gamma, dépend directement du taux d'épargne d'un pays, le S, et de la qualité de son système d'exploitation économique, le A. Si on arrive à améliorer l'un de ces deux facteurs, on augmente le taux de croissance non pas pour 1 an ou 2, mais pour 2 bons. Pour que ce soit bien concret, prenons un cas réel. Les données nous disent que la croissance du Burkina Faso en 2024 était de 1,5%.
Maintenant, voyons ce que le modèle AK nous suggère sur la façon dont ce chiffre pourrait changer. Imaginons un instant que le gouvernement lance des réformes qui améliorent la productivité générale, notre fameux paramètre A. Par exemple, des investissements massifs dans l'éducation ou une simplification des règles pour créer une entreprise. Si ces politiques font passer A de 0,10 à 0,15, eh bien le taux de croissance du pays ne fait pas qu'augmenter un peu. Il bondit de 1,5% à 2,25% et il reste à ce niveau de manière permanente. La conséquence de tout ça, elle est un peu à double tranchant. C'est une source d'espoir, car ça veut dire que les pays qui font les bons choix peuvent vraiment changer leur destin. Mais c'est aussi une source d'inquiétude, car ça signifie que l'écart entre les pays qui réussissent et les autres peut se creuser sans fin. Le modèle AK ne prédit pas la convergence des économies, il prédit leur divergence. Bon, le modèle AK est donc un outil intellectuel super puissant, ça on l'a vu. Mais comme n'importe quel modèle, ce n'est pas une photo parfaite de la réalité, il a ses limites. Et c'est important de les connaître pour garder une vision équilibrée. Bien sûr, le modèle n'est pas parfait. Les économistes lui reprochent d'être un peu fragile. Il suffit de changer une toute petite hypothèse de départ et on retombe sur les conclusions de Solow. Il suggère aussi que les économies sautent d'un coup à leur nouveau taux de croissance, alors qu'en réalité, on sait que ça prend des années, voire des décennies. C'est donc un outil de pensée formidable, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Surtout, une idée très forte. Notre destin économique est en grande partie entre nos mains. Il dépend de notre capacité à épargner, à investir dans les gens, à bâtir des institutions solides et à être collectivement plus efficaces. Ce qui nous amène à la question finale, si la source de la richesse est vraiment en nous, alors quel est l'investissement le plus crucial qu'une nation puisse faire pour préparer son avenir? La réponse à cette question dessine le futur de pays entiers.